Alors, qu'en est-il de l'émotion devant une œuvre d'art? Pour le psychanalyste Carl Jung, notre conscience, ou plutôt notre inconscient, est traversé par des archétypes, des grands schémas primitifs. Quand un tableau réveille en nous une de ces trames, nous sommes alors touchés en profondeur, et même submergés par une émotion qui nous dépasse, qui était ensevelie dans la genèse de la mémoire de l'humanité. Nos cellules s'agitent, frémissent, réagissent. Cette mémoire primitive est enfouie, inscrite, imprimée dans les zones obscures de nos circonvolutions cérébrales, de notre cerveau primitif appelé cerveau reptilien. Propos donc de Carl Jung. Autre propos. Je remercie les Beaux-Arts de m'avoir permis de tutoyer cet art si particulier qu'est la peinture. Dans ce livre, je suis surtout un regard. Mon opinion est forcément non conventionnelle, et c'est avec une très grande modestie que j'ai commenté ces œuvres. Ce dont je suis certain, c'est que mon âme en sort grandie. Tels sont les propos que Serge Lama tire du livre que vous avez ici. Par ailleurs, d'autres textes d'auteurs-chanteurs ont été ajoutés en lien avec leur toile et les créateurs. Que ce moment soit donc pour vous l'occasion de partager avec nous ces réflexions et ces émotions. Alors, est-ce que vous reconnaissez? Oui, oui. Allez-y. Le douanier Rousseau. Bravo. Écoutez, vraiment, on savait que nous avions un public particulièrement cultivé. Alors, parlons un peu d'Henri Rousseau, dit le douanier. Au fameux salon d'automne de 1905, le naïf douanier Rousseau expose sa toile Le lion ayant faim, qui est peut-être à l'origine du fauvisme. Mais, en peignant ce qu'il croit voir, Henri Rousseau n'est ni douanier ni naïf. Son art modeste, d'autodidacte, est salué par ses contemporains qui voient en lui un exemple d'artiste affranchi de la tradition. Le douanier Rousseau doit son surnom à son travail, à la barrière de l'octroi, où il est chargé de percevoir la taxe sur les marchandises entrant dans Paris. Rousseau a tellement foi en son talent qu'il prend sa retraite de douanier à 49 ans pour se consacrer entièrement à son art. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter, laissez tout tomber. On va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des poissons tropicaux pleins de piquants sur le dos. Oh, la nuit tombée, si vous voulez, on ira canoter sous les palétuviers. Aucun danger, on peut s'y baigner. Là-bas, les crocodiles sont bien intentionnés. Des ombres félines se dessinent par magie. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des soleils de feu cachés dans les roseaux. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des petits singes amoureux qui jouent les Roméos. C'est un vrai paradis. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des poissons tropicaux pleins de piquants sur le dos. Allez, vive le douanier Rousseau. Parfait. Non. Alors, des réactions?
Pas de réaction. C'est pas Douaneau. Ce n'est pas Douaneau, figurez-vous, et nous ne savons d'ailleurs pas qui c'est. Figurez-vous que la photographie s'appelle Le Ballon Rouge. Il s'agit d'une photographie qui... Ah si, pardon, c'est une photographie qui vient d'un court-métrage d'un monsieur qui s'appelle Albert Lamoris et qui a été faite en 1956. Un garçon de 5 ans trouve un ballon rouge qui s'anime et l'accompagne toute la journée dans son quotidien entre Belleville et Ménilmontant. Serge Lama dit un film célèbre, merveilleux, que tous ceux de ma génération ont vu, aimé. J'avais 13 ans le jour de la projection. Il est probable que ce ballon rouge a fait un petit trou dans ma cervelle. C'est un film assez cruel, mais magnifique. Regardez comme les pavés sont dessinés, comme les pavés sont beaux. C'est vraiment un film à la Douaneau. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul, face à face avec la mer, quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu. J'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade, seul, face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. Les fées n'étaient pas du voyage quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages. Elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, mais elle n'avait pas de chaussons. Pourtant, j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Et je n'ai pas vu dans l'histoire quelque guerrier ou quelque roi assoiffé de règne ou de gloire qui soit plus orgueilleux que moi. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. D'une enfance à l'autre. J'ai eu tort. Je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort. J'ai voulu revoir le coteau glisser le soir bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant comme au passé. J'ai marché, les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, et c'étaient les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps, j'ai fermé les yeux. Je crois que j'ai prié un peu. Je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine, et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des sauges rouges, et les lilas fauves dans l'allée, le puits, tout. J'ai tout retrouvé. Hélas, La guerre nous avait jetés là. D'autres furent moins heureux, je crois, au temps joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi. Et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, oh mes merveilles,
que j'ai mal d'être revenue. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés. C'est fou, c'est fou. J'ai tout retrouvé. Hélas. Il ne faut jamais revenir au temps caché des souvenirs, du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires. Ceux de l'enfance nous déchirent. Oh, ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre? Et moi, je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Et je reste seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi donc suis-je revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur. Le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici, où mon passé me crucifie et ne dort jamais mon enfance? Barbara. Savez-vous de qui il s'agit? Je parle du pain. Petite explication. Il s'agit d'une huile de Balthus, réalisée en 1937 et ayant pour nom la jupe blanche. Âgée de 25 ans en 1937, la Suissesse Antoinette de Watteville s'abandonne au regard du spectateur. Elle épouse Balthus la même année, après une longue et tumultueuse liaison. Le tableau, qui cristallise l'affirmation de Balthus, il dit « Je veux faire moi des toiles érotiques », illustre le style unique du peintre, fait de classicisme, d'étrangeté et de provocation. Et là, on va aller un demi-siècle en arrière. Après l'enfance. Viens, laisse un peu tomber tes poupées. À ton âge, il faut s'en aller. Je sais que tes parents sont très gentils, mais eux, à ton âge, ils étaient partis. Viens, je ne suis pas encore très vieux. J'ai la passion au fond des yeux. Et j'ai besoin d'un cœur tendre à aimer. Oh oui, j'ai besoin de te protéger. J'ai tellement d'amour à te donner. Chez moi, il y a des canapés où je verserai toutes tes poupées. Chez moi, je t'installerai le marché aux fleurs pour te parfumer. Chez moi, tu auras des violons pendus au balcon pour te faire danser. Chez moi, tu retrouveras tout ce que tu as si peur de quitter. Viens, laisse un peu tomber tes poupées, laisse tes livres et tes cahiers. La vie, tu sais, ça s'apprend au dehors. D'ailleurs, je sais que quelquefois, tu sors. Viens, j'ai peur que ton cœur prenne froid. J'ai peur qu'un jeune maladroit te fasse mal sans le vouloir vraiment. Oh oui, méfie-toi des jeunes amants qui ont le cœur coupant comme un diamant. Chez moi, les tigres sont morts. Il y a un chat qui dort, un chien pas méchant. Chez moi, tu auras le choix entre aimer un roi ou bien un mendiant. Tu vois, mes ongles sont courts. Je ne peux pas griffer, même par amour. Chez moi, pour tes insomnies, même en pleine nuit, je ferai grand jour. Chez moi, il y a des berceaux blancs où tous nos enfants s'endorment déjà. Tu vois, tout ce que tu veux, tout ce que tu as est déjà chez moi. Une jeune fille alanguie, comme je les aime. J'aime cette paresse, cette lascivité qui est une sorte de sensualité tranquille, paisible, et qui attend pour se déclencher, qui attend qu'on ouvre une porte, pour lui faire sortir son âme, pour lui faire ouvrir les bras,
pour que sa robe blanche s'épanouisse sur un lit de couleur. Et aussi comme une actrice fatiguée après un spectacle derrière le rideau. Elle attend. Elle attend la deuxième représentation. Et elle sait qu'il va falloir recommencer. Se rhabiller, se remaquiller, se refaire belle et repartir sur le terrain, repartir sur la scène. On peut aussi l'imaginer comme ça, les toutes jeunes filles troubles de Balthus. Elle arrive à 8 heures. Personne n'est encore là. Elle ferme à double tour sa loge, et la voilà qui, d'un air attendri, sourit à son miroir. Ça fait bientôt 30 ans qu'elle fait ça, tous les soirs. Puis elle prend son visage à deux mains, la caresse comme si ce n'était plus le sien, puis elle prend les fards et les crayons, se dessine un sourire avec application. Les fossiles, la longue robe noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux, qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle sort, épuisée, son maquillage fond. Elle répond d'un air triste à 2 ou 3 questions. Elle s'habille en civil, elle rentre dans l'auto puis s'endort sur l'épaule de son impresario. Elle revoit l'Alcazar et Deauville, à l'époque où les hommes étaient encore dociles. Elle revoit même ce petit chanteur sacrifiant son cachet pour lui offrir des fleurs. Elle revoit ces amoureux transis qui jetaient dans son lit des colliers de diamants. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux, qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la dernière fois. Elle se plaint avec cette voix-là, comme diront les journaux, qu'on ne remplacera pas. Puis elle pleure avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimions tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. C'est cette chanson. Je pensais à quelque chose. Quelqu'un À Edith Piaf. Edith Piaf. 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 Barbara avec la langue. Barbara, Piaf. Les gens pensent que je l'ai écrite pour Barbara. D'autres disent Piaf. Peu savent la vérité. Elle m'a été inspirée par une histoire que m'avait racontée mon impresario, qui était celui de Marlène Dietrich. Alors qu'il rentrait en avion avec elle, épuisé par une longue tournée, elle s'est réfugiée dans un coin, a pris sa boîte de maquillage, sachant exactement quoi faire. Et quand elle est sortie de l'avion, c'était une reine. En hommage à cette femme fantastique, j'ai écrit La chanteuse à 20 ans. Cette transfiguration de l'artiste. Ce que vous appelez le miracle de la scène, c'est tout sauf un miracle. Il y a la préparation du corps, la concentration, les yeux qui s'éclairent. Et quel que soit son âge, soudain, on a 20 ans. Vous reconnaissez? Non, non.
pourquoi pas, mais On non. voit pas bien. Retourne, Je voilà. vous montre. Non, c'est pas le chanteur, c'est le personnage. Ah bah les deux, Piaf. les deux. On Les peut deux, mon deviner les capitaine. deux. J'ai entendu là. Piaf, Piaf. Oui, Piaf. C'est bien Piaf. C'est une lithographie de 1990 qui s'appelle Édith Piaf Or. C'est une œuvre typique de Raymond Moretti, qui était mon ami. Il a peint une Édith Piaf conquérante, presque cocardière. Il aurait pu devenir un grand peintre. D'ailleurs, Picasso le lui avait dit. On va me répondre que c'est un affichiste, qu'il a peint peu de tableaux. Mais les trois têtes de Brel, c'est merveilleux. Serge Lama a écrit aussi un texte sur Édith. Il s'est fait aider par Maxime Le Forestier et ils ont abordé plutôt le problème de l'exploitation. Et ils règlent, à mon avis, certains comptes. Ce que tu fus, moi, je m'en fous. Tu étais Piaf, un point c'est tout. C'est ça ta gloire. Et parmi tes souffres-douleurs, il y en a qui ont trouvé les leurs, tu peux m'en croire. Édith, faut se faire une raison. Les gens sont pourris jusqu'au fond, jusqu'à la moelle. Aux lueurs de tes feux follets, ils viennent encore te voler quelques étoiles. Ils viennent souper sur ta grève, habillés comme des corbeaux. Ils vivent encore sur ton dos, au Père Lachaise. Depuis ta mort dans les journaux, régulièrement ta photo te ressuscite. Si tu es morte sans un sou, depuis tu en as fait beaucoup, beaucoup plus vite. Nul n'est jamais sûr de son sang, mais toi, t'es pas gâté, bon sang, par ta frangine. C'est triste, mais ta demi-sœur n'a même pas la moitié d'un cœur dans la poitrine. Elle s'est offert du Louis XVI à ta santé, ta demi-sœur. J'espère qu'elle te couvre de fleurs au Père Lachaise. Comme Jeanne d'Arc autrefois, tes amis entendent ta voix qui les appelle. Mieux que la vermine et le temps, ils rongent ton âme en fouillant dans tes poubelles. Et malgré tous ces chanteurs-là qui ont mis ton cœur tant de fois entre deux chaises, près de ton boxeur pour toujours, tu files le parfait amour au Père Lachaise. Joconde. Ah, ben j'ai chanté. Moi je vais la Joconde. La Joconde. Alors, bien sûr, de qui s'agit-il? Eh oui, de la Joconde. Donc, certains ont pu écrire, beaucoup ont écrit sur la Joconde. Mais voilà un point de vue sur les mains de Mona. On a beaucoup glosé sur l'énigme du sourire de Mona Lisa. On a parlé de sérénité, de finesse, d'une possible pointe d'ironie, d'une forme de plénitude discrète ou encore de malignité retenue. Les esprits forts ont cru pouvoir y déceler une certaine niaiserie. Évidemment, s'il s'agit, comme d'autres l'ont affirmé, d'un autoportrait de Léonard de Vinci, toutes ces nuances sont quelque peu remises en cause ou tempérées. On ne parle jamais de la position des mains de Mona Lisa, très apparente pourtant dans ce portrait de 3/4 face, et qui en constitue le soubassement ultime, le bas du corps au fort maintenu, à défaut d'être hiératique. Le plus célèbre du monde, la plus célèbre femme du monde, la plus belle. On sait que les critères varient à ce sujet. Les dryades de Rubens nous font moins frémir de désir que d'horreur. La Florentine Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, puisque la plupart des spécialistes accordent à reconnaître dans cette femme le modèle de la Joconde, a toujours dû sembler agréable, elle,
même si notre regard a tendance à lui conférer une suavité un tantinet douceâtre et indolente. Mais que dire de ses mains, benoîtement posées l'une sur l'autre, dans une posture d'ennui, de désœuvrement absolu? Certes, elle ne faisait rien d'autre que d'être peinte, au moment où, pour des siècles, Léonard l'a saisie. Tant d'autres modèles, cependant, ont infiniment mieux donné le change, livré une image d'abandon décalé, consenti. Le peintre a-t-il demandé à Lisa de poser de cette manière dans un geste qui semble une absence de geste presque outrantière? Ou bien l'épouse de Francesco a-t-elle choisi elle-même d'apparaître ainsi? Elle ne savait pas, en tout cas, que pour l'éternité, ses petites mains croisées, inoccupées, viendraient sournoisement mémériser le mystère de la beauté. Sur Mona Lisa. C'est moi que je suis la Joconde. Je suis connue par le monde au Louvre, où la foule abonde. Pour me voir, on fait la ronde. Et moi, faut que je me morfonde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde. Léonard me crut Gironde. Va, quand Léonard vagabonde. Mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, hein, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde, critique, artiste, abonde, et en intarissable faconde. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah, la Joconde, venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde, et je sourirai sous les bombes, la Joconde, et je sourirai sous les bombes, la Joconde. Barbara. Voici des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches. Et puis, voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Voici des fleurs, des fruits, des feuilles, des branches. La gare Montparnasse. Oh, vous souvenez-vous? Votre cœur était pur, votre robe était blanche, votre amour était clair, votre corps était doux. Des fleurs, des fruits, des feuilles, des branches. Et voici l'escalier des premiers rendez-vous. Et mon baiser soudain sur votre peau si blanche. Vous, si calme déjà, et moi, déjà si fou. Des fleurs, des fruits, des branches, des feuilles. Et puis, voici ce train qui me fait comme un trou. Et puis voici sa main entre vos deux mains blanches. Et voici son baiser qui hante votre cou. Des fleurs, des fruits, des feuilles, des branches. Et puis voici ce train qui s'éloigne sans vous, sans nous. Je vous crie au secours, mais ma voix est si blanche. Et vous me laissez seule au milieu du mois d'août. Voici des fleurs, des fruits, des feuilles, des branches. Et puis, voici la pluie qui coule dans mon cou. Oh, ne l'essuyez pas avec vos deux mains blanches. Et laissez-moi souffrir mon chemin jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Serge Lama. Cette chanson est un acte de vandalisme, puisque non seulement je pique un vers à Verlaine, mais en plus, je désarticule les mots. J'écris « Voici des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches », alors que Verlaine a écrit « Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches ».
Mais pour moi, je ne voulais pas donner de conseils à Verlaine. Je voulais que ce soit ainsi. Ça sonnait mieux à mon oreille, et ma chanson commençait mieux de cette façon. Cette chanson, c'est l'attente vaine mais sûre. L'homme est là, à la gare Montparnasse. Il sait qu'elle ne viendra pas. Il sait qu'elle ne sera pas là. Mais c'est aussi une chanson sur l'espérance. Il est là, perdu, il sait dans sa tête qu'elle ne viendra pas. Peu importe, il est là quand même et espère. C'est tragique. Cézanne. Ah, Cézanne. Enfin, je sais pas. Alors, ce tableau, à votre avis? Bravo. C'est un fragment d'un tableau inachevé de Cézanne, au début des années 80. 1800, oui. 1880. Un marchand a découpé en morceaux une toile pour en tirer meilleur profit. Ce bout de toile appelé fleur dans un vase bleu a été acquis sur le marché de l'art, et des décennies de distance est dans la collection de Walter Guillaume, qui a réussi à réunir un autre morceau de la toile d'origine appelé fleur et fruit. Vous voyez, vous ne voyez plus. Mon tour de magie. Van Gogh. Là, Van Gogh. Vous êtes sûr? T'es sûr? sûr que c'est... Ah oui. Ah oui. Bon. Ah, alors pourquoi cette peinture? Au départ, Vincent Van Gogh peint les 4 premiers tournesols afin de décorer la chambre de son ami et confrère Paul Gauguin, qui venait alors à lui rendre visite à Arles. Il y a eu en tout une série de 7 tableaux peints par Van Gogh entre 88 1800 et 89 1800. Alors, ces différents tableaux sur le thème des tournesols, vous les trouvez à la National Gallery de Londres, vous le trouvez à la Pinakothek de Munich, vous le trouvez au Musée d'Art de Philadelphie, vous le trouvez, et je l'ai vu, au Musée Van Gogh d'Amsterdam, et enfin le musée Sompo de Tokyo. Je l'ai pas vu. Voilà. Et vous avez remarqué quelle est la couleur dominante? Eh bien voilà quelques mots sur le jaune. On ne l'aime pas trop celui-là. Dans le petit monde des couleurs, le jaune est l'étranger, l'apatride, celui dont on se méfie et que l'on voue à l'infamie. Jaune comme les photos qui pâlissent, comme les feuilles qui meurent, comme les hommes qui trahissent. Jaune était la robe de Judas. Jaune, la couleur dont on affublait autrefois la maison des faux monnayeurs. Jaune aussi, l'étoile qui désignait les Juifs et les destinait à la déportation. Aucun doute, le jaune n'a pas une très belle histoire, ni une bonne réputation. Dans les années 1860-1880, il se produit un changement de palette chez les peintres, qui passe de la peinture en atelier à la peinture en extérieur. Et un autre changement quand on passe de l'art figuratif au semi-figuratif, puis à la peinture abstraite. L'art se donne une caution scientifique et affirme qu'il y a 3 couleurs primaires, le bleu, le rouge et notre jaune, qui, contrairement au vert, se voient donc brusquement valorisés. Il est possible que le développement de l'électricité ait également contribué à cette première réhabilitation. Michel Pastoureau. Mon prince noir et famélique, ma pauvre graine de clodo, toi qui vécus fantomatique en peignant tes vieux godillots. Toi qui allais la dalle en pente, toi qu'on jetait dans le ruisseau, tu grelottais dans ta soupente en inventant un art nouveau. T'étais zéro au top 50. T'étais pas branché comme il faut, avec ta gueule
hallucinante pour attirer les capitaux. Mais dans un coffre climatisé, au pays du soleil levant, tes tournesols, à l'air penché, dorment dans leur prison d'argent. Leurs têtes à jamais figées ne verront plus les soirs d'errance, le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Tu allais ainsi dans la vie, comme un chien dans un jeu de quilles. La bourgeoisie de pacotille te faisait le coup du mépris, et tu plongeais dans les ténèbres, et tu noyais dans les bistrots l'absinthe à tes pensées funèbres comme la lame d'un couteau. Tu valais rien au hit parade, ni à la une des journaux, toi qui vécus dans la panade sans vendre un sol de tes tableaux. Dans ta palette frémissante du soufre pâle et d'infini, ta peinture comme un défi lance une plainte flamboyante dans ce monde aux valeurs croulantes. Vincent, ma fleur, mon bel oiseau, te voilà donc Eldorado de la bourgeoisie triomphante. Te voilà star au top 50, te voilà branché comme il faut. C'est dans ta gueule hallucinante qu'ils ont placé leurs capitaux. Mais dans un coffre climatisé, au pays du soleil levant, tes tournesols à l'air penché dorment dans leur prison d'argent. Leurs têtes, à jamais figées, ne verront plus les soirs d'errance, le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Jean Ferrat, Tournesol. Des mornes plaines à Saint-Rémy, et par centaines de corbeaux noirs dans tes migraines, dans ton regard, derrière l'église, dans le vert suroise, une lumière grise, un bleu turquoise. Tu auras mis longtemps, mais aujourd'hui, Vincent, de tes ténèbres s'éclaire un éclat de diamant. Dans le rouge et le vert, tu es encore vivant, Vincent. Oh, Vincent, près des chaumières de Chaponval, le ventre ouvert sous les étoiles, comme le dormeur du clair de lune autour du cœur, deux taches brunes, ton sang, et par dizaines des oiseaux noirs et bords de plaine aux abreuvoirs, tu auras mis longtemps à mourir calmement, Vincent. C'est ton corps qu'on enterre, ce n'est rien d'important. Dans le rouge et le vert, tu es encore vivant, Vincent. Tu peux rentrer quand tu voudras. Tu peux rentrer quand tu voudras. Les champs de blé sont toujours là. Le monde est fou, le jaune est roi. Tes ténèbres s'éclairent d'un soleil éclatant. Dans le rouge et le vert, tu es encore vivant. Tu auras mis longtemps, mais aujourd'hui, Vincent, tu vends. Michel Sardou. Entre le ciel et l'eau. Une île sans homme ni bateau, inculte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage. Une île entre le ciel et l'eau. Ce serait là, face à la mer immense, là, sans espoir d'espérance, tout seul, face à ma destinée, plus seul qu'au cœur d'une forêt. Ce serait là, dans ma propre défaite, tout seul, sans espoir de conquête, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Une île comme une cible d'or, tranquille, comme un enfant qui dort, fidèle à en mourir pour elle, cruelle à force d'être belle. Une île comme un enfant qui dort. Ce serait là, face à la mer immense, là pour venger mes vengeances, tout seul avec mes souvenirs, plus seul qu'un moment de mourir. Ce serait là, au cœur de Sainte-Hélène, sans joie, sans amour et sans haine, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Une île entre le ciel et l'eau. Une île sans homme ni bateau, inculte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage. Une île, cette île
mon île, c'est toi. Peut-être l'ignorez-vous, j'ai écrit le texte du Nil sur la musique de la quête de Brel. Ensuite, j'ai donné le texte à Yves Gilbert, qui a composé la musique sur laquelle j'ai enregistré cette chanson. Essayez, vous pouvez chanter les paroles du Nil sur la musique de la quête, mais vous verrez que le contraire est impossible. Grand mystère du son des mots. L'île dont je rêve est une île sans hommes, sans bateau. Une île à la Robinson Crusoe. Un rêve impossible, je le sais. À la fin, je me rends comme un ennemi se rend à la partie adverse. Et je dis, mon île, c'est toi. L'île, c'est la femme toujours inaccessible. C'est Turner. Oui, c'est Turner. Tout le temps, hein. Illustrer une île est difficile, parce qu'une île, c'est une projection de soi vers quelque chose d'impossible à atteindre. Le tableau de Turner prouve qu'il est bien le premier impressionniste, qu'on le veuille ou non. Tableau à peine touché, tout se réverbère dans tout. Tout est silence. Étrangement, on se croirait en Afrique. Il me semble y percevoir dans ce flou des animaux qui boivent dans un lac. La lumière de Turner est stupéfiante. Je suis ébloui de ce que ce peintre a dans son pinceau. Il est à la pointe de l'invention de ce que, après lui, on appellera les modernistes. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, ce n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain. Quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant, et la lune s'avance, et la mer se déchire infiniment brisée par des rochers qui rient des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alizé se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour, que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises. Brel. Il pleut sur l'île d'Ivaoa. Le vent, sur les longs arbres verts, jette des sables d'ocre mouillés. Il pleut sur un ciel de corail, comme une pluie venue du nord, qui délave les ocres rouges
et les bleus violets de Gauguin. Il pleut. Les marquises sont devenues grises. Le zéphyr est un vent du nord, ce matin-là, sur l'île qui sommeille encore. Ah, il a dû s'étonner, Gauguin, quand ces femmes aux yeux de velours ont pleuré des larmes de pluie qui venaient de la mer du Nord. Il a dû s'étonner, Gauguin. Et toi, comme un grand danseur fatigué, avec ton regard de l'enfance, et toi... Bonjour, monsieur Gauguin. Faites-moi place. Je suis un voyageur lointain. J'arrive des brumes du Nord et je viens dormir au soleil. Alors faites-moi place. Tu sais, ce n'est pas que tu sois parti qui m'importe. D'ailleurs, tu n'es jamais parti. Tu sais, ce n'est pas que tu ne chantes plus qui m'importe. D'ailleurs, pour moi, tu chantes encore. Mais penser qu'un jour, les vents que tu aimais te devenaient contraires. Penser que plus jamais tu ne navigueras ni le ciel ni la mer. Plus jamais en avril toucher le lilas blanc, plus jamais voir le ciel au-dessus du canal. Mais qui peut dire? Moi, qui te connais bien, je suis sûre qu'aujourd'hui tu caresses les seins des femmes de Gauguin et qu'il peint Amsterdam. Vous regardez ensemble se lever le soleil au-dessus des lagunes où galopent des chevaux blancs. Et ton rire me parvient en cascade, en torrent, et traverse la mer, et le ciel, et les vents. Et ta voix chante encore. Oh, oh, il a lu s'étonner Gauguin, quand ces femmes, aux yeux de velours, ont pleuré des larmes de pluie qui venaient de ta mer du Nord. Il a dû s'étonner Gauguin. Souvent, je pense à toi qui as longé les dunes et traversé le Nord pour aller dormir au soleil là-bas, sous un ciel de corail. C'était ta volonté. Sois bien. Dors bien. Souvent, je pense à toi. Je signe Léonie. Toi, tu sais bien qui je suis. Dors bien. Barbara. Pour bref. Oui. Non. Durer. C'est Goya. Voilà, là-bas, là-bas. Gréco. Pas mal, mais Non bon. plus. C'est un peu d'italien. Un peintre italien. Un nom et un prénom. En même temps. Non. Ah, Prénom, non, maintenant. non. Ah, Un prénom qui sert de nom. Michelangelo. Hein? Michelangelo. On verra ça après. Tous les 10 ans. Oh là 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 là. Alors, donc, réponse. Vas-y. Réponse. Autoportrait de Raffaello Sensio dit Raphaël. Autoportrait avec un ami. À gauche, Raphaël se représente au milieu de la trentaine, alors qu'il a atteint le sommet de sa carrière et de sa gloire. Dans un geste d'amitié et de bienveillance, il présente l'un de ses proches, sans doute Giulio Romano, son élève et collaborateur préféré. À toi, Nico. J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Mais ce soir, je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui.
lui qu'il allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne, de ses secrets il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond des yeux. Et je me dis que c'est dommage de le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon maître, c'est mon maître et c'est mon ami. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai du mal dans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre est l'air le plus pur de Paris. Il porte en lui, dur comme une arme, un orgueil au-delà de tout, au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en vie, je ne le dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir, aujourd'hui, je peux me permettre de vous le présenter aussi. Claude Monet. T'as entendu? Monet. Lautrec. Renoir. Il y avait au jardin des bouquets de lumière. Le soleil traversait les couleurs du sous-bois. Au bord du bel étang, un pêcheur solitaire s'endormait doucement, sa canne entre les bras. C'était un jour d'été, léger comme un dimanche. L'air était transparent sous le feuillage clair. Le bonheur était là, paisible entre les branches, et les reflets mouvants des arbres et des fougères. Le soleil inondait le bord de la rivière. Des couples enlacés dansaient sur le ponton, près des tables encombrées de bouteilles et de verres. Des guirlandes accrochées croulaient sous les balcons. Une femme debout regardait quelque chose, une lueur magique au fond de son regard. Son bras disparaissait sous un bouquet de roses. Elle était appuyée sur un divan bizarre. C'était au Grand Palais, sur des toiles de maître. Il y avait un Monet et 2 ou 3 Renoirs. Le cœur dans les tableaux, je me sentais renaître et en fermant les yeux, je pourrais les revoir. Le monde a la beauté du regard qu'on y pose. Le jardin de Monet, le soleil de Renoir ne sont que le reflet de leur vision des choses, dont chacun d'entre nous peut être le miroir. La vie nous peint les jours au hasard du voyage, en amour, en douleur ou en mélancolie. C'est un peu de ce temps qu'on laisse en héritage, enrichi du regard qu'on a posé sur lui. Yves Duteil.